Merci beaucoup Claire. Donc Romain Rabier, je suis également membre du collectif le plus important et effectivement je co-anime les travaux sur effectivement la question des territoires. Et effectivement ce thème, bon, bah, les premiers intervenants l'ont très bien expliqué aujourd'hui. Effectivement, il y a des enjeux, des transformations qui sont majeures, en particulier sur tout ce qui est autour des technologies digitales et puis également de la transition écologique. Et l'idée, c'est effectivement que ces transformations profondes, à la fois n'accentuent pas les fractures qui peuvent exister, voire puissent autant que possible les réduire, et justement faire en sorte qu'on crée sur les territoires, puisque ça permet aussi finalement de réduire un peu les contraintes spatiales qui peuvent exister en tous les cas grâce au numérique, de pouvoir peut-être apporter de nouvelles solutions. On avait fait un colloque sur une thématique quasi équivalente en novembre 2020, que vous pourrez retrouver sur le site du plus important, où on avait déjà effectivement voilà, amené un certain nombre de propositions. On avait fait intervenir beaucoup de personnes qui avaient des solutions très concrètes. Et donc l'idée de ce colloque 1 an et demi plus tard, sachant qu'évidemment la crise est passée par là, donc il y a aussi sans doute pas mal de nouveautés peut-être dont on va pouvoir discuter. L'idée est de continuer voilà, à trouver finalement d'autres solutions, d'autres porteurs de projets, d'autres personnalités inspirantes qui peuvent partager des expériences, des solutions. Et c'est complètement voilà, l'objectif de ce colloque aujourd'hui. Et je remercie par avance toutes les personnes effectivement qui vont intervenir et qui vont accepter d'intervenir dans cet événement. Donc sans transition, on va pouvoir lancer la première table ronde virtuelle qui a vocation finalement à discuter sur comment on peut stimuler des territoires d'inclusion numérique, quels sont aujourd'hui finalement les leviers qui permettent de mener à bien des projets, quels sont les écosystèmes d'acteurs qui permettent de réussir et de pérenniser également des initiatives. Et c'est pour ça qu'on a, c'est un peu dans l'ADN aussi du plus important, souvent on cherche à faire intervenir des personnalités qui ont des regards différents, du vécu différent, pour justement confronter les points de vue et enrichir justement les échanges. Donc pour cette première table ronde, je vais donc accueillir quatre intervenants. Céline Colucci, qui est déléguée générale des Interconnectés. Donc c'est le premier réseau national de transformation numérique des collectivités qui a été créé en 2009 par l'Association des communautés de France et France Urbaine. Merci Céline d'être parmi nous et à tout de suite pour démarrer la table ronde. Guilhem Pradalier, qui est directeur général de la Mednum, qui est une société coopérative d'intérêt collectif qui crée et accélère des solutions pour favoriser l'inclusion et la médiation numérique sur le territoire national. Christophe Janter, dont Thibaut a parlé également au début, qui est donc directeur du département cohésion sociale et territoriale à la Banque des Territoires, qui donc fait partie du groupe Caisse des dépôts et de conciliation. Et puis également Gilles Attaf, qui est entrepreneur, fondateur de Belleville Manufacture, qui est une PME dans le secteur du textile, et également fondateur des Forces françaises de l'industrie et président de la certification Origine France Garantie, qui sont, et il nous en parlera, tout un tas également de réseaux qui permettent de promouvoir la production française et la réindustrialisation française. Donc, je vous propose qu'on démarre avec Céline Colucci pour bien comprendre finalement comment ces enjeux aujourd'hui transpirent finalement au niveau des collectivités territoriales. Vous avez produit un manifeste qui justement vise à promouvoir plus d'égalité dans les territoires et un numérique plus responsable. Donc la première question et le premier échange que je vous propose qu'on ait, c'est de comprendre aujourd'hui dans les collectivités finalement quelle place occupe cet enjeu et finalement comment également elles transposent cet enjeu en termes aussi entre guillemets de climat et de justice sociale vis-à-vis de leurs concitoyens, puisqu'il y a à la fois la logique que les collectivités soient elles-mêmes finalement, on va dire, dans le bon rythme par rapport aux transformations, et également que ça puisse ensuite avoir un impact positif sur leurs concitoyens qui eux-mêmes également ont besoin d'être inclus dans ces logiques-là. Donc je vous propose peut-être de nous présenter finalement vos initiatives, vos travaux, et puis de nous dire voilà, aujourd'hui comment ce sujet-là résonne dans l'écosystème que vous
co-animer. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de votre invitation. Donc, je suis la déléguée générale de cette association. Effectivement, donc, nous avons été fondés par 2 associations d'élus, Intercommunalité de France et France Urbaine. Et depuis plus de 10 ans, on accompagne les territoires sur ces enjeux de transformation numérique. On le fait de 2 manières. D'une part, par une commission numérique, pour que vous compreniez un petit peu comment on travaille, pour comprendre d'où on parle aujourd'hui, qui est une commission qui est constituée donc des élus des territoires, qui soient présidents, vice-présidents, conseillers en charge. Et également, nous avons des groupes de travail opérationnels qui travaillent avec les agents qui sont au quotidien en train de mettre en œuvre ces politiques publiques, dont un groupe sur l'inclusion numérique qui travaille depuis plusieurs années maintenant. Un groupe sur la dématérialisation, un groupe sur le numérique responsable, la transformation des métiers et la donnée. Donc, pour vous dire qu'on est sur un périmètre assez large. Très vite, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, effectivement, vous le disiez, entre votre dernier colloque et celui-ci, il y a quand même eu quelques événements. Et pour aller extrêmement vite, c'est vrai que la crise, notamment du Covid, avec l'éruption du télétravail massif du jour au lendemain, l'enfermement des uns et des autres chez soi, a permis de montrer de manière extrêmement claire que le numérique, ce n'était pas seulement un outil de travail, ce n'était pas seulement un gadget, mais c'était bien aujourd'hui quelque chose qui s'était invité et qui est de plus en plus utile sur l'ensemble des actes de la vie quotidienne. Et ça, c'est un élément extrêmement important parce qu'à un certain nombre d'endroits, on s'est aussi rappelé qu'il y avait des gens qui n'avaient pas d'accès au numérique, que ce soit par encore certains trous dans les réseaux, que ce soit par le matériel, que ce soit par leur connaissance de ces technologies et leur capacité de s'en saisir. Donc, un vrai choc, entre guillemets, quand même, qui a permis de remonter cette information très fort. L'autre point important, me semble-t-il, c'est la vigilance concernant les enjeux de sobriété numérique qui étaient un petit peu oubliés précédemment et qui aujourd'hui sont extrêmement importants. Donc, dans le cadre du réseau, la commission a voulu effectivement marquer cette double évolution dans le cadre de son manifeste donc, publié l'année dernière pour des territoires numériques responsables. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que finalement, on veut maintenant affirmer que la transformation numérique doit être nécessairement responsable. Ça ne peut pas être autrement. Et responsable dans ce document et tel que c'est porté par les élus des territoires, c'est 3 piliers principaux. Le premier pilier, et je vais y revenir parce que c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui, c'est ce socle d'inclusion, de participation, faire en sorte que ce numérique il soit également partagé, que ce soit une opportunité pour tous. Le deuxième socle, c'est la sobriété numérique, donc le fait que les collectivités s'engagent de leur côté et mettent en place des incitations pour développer cette sobriété également à l'échelle du territoire. Et troisième volet, c'est toute la partie, on va dire, ville intelligente responsable, c'est-à-dire comment on applique ces 2 précédents principes à l'échelle du territoire, comment on respecte des principes éthiques extrêmement essentiels en termes de numérique pour pouvoir travailler en confiance, et puis également pour pouvoir effectivement avoir une vision globale de ces enjeux de numérique à l'échelle du territoire. Voilà très vite sur ce point. Si on rezoome sur l'inclusion numérique, on a 3 volets. On a la partie qui consiste à faire en sorte, et ça c'est extrêmement fort dans les collectivités, que le numérique ne soit pas l'alpha et l'oméga de la relation citoyen. Il faut garder une relation aux citoyens qui puisse être non numérique. Donc ça, c'est un premier point extrêmement important. Il n'empêche que la dématérialisation progresse et qu'elle est souhaitable dans toute une série de cas. Et à ce moment-là, il faut s'assurer effectivement que l'ensemble de nos concitoyens puissent y accéder. On a parlé de matériel, on a parlé de la question effectivement du raccordement aussi au réseau. Il y a bien entendu aussi la capacité à faire de manière autonome, à prendre une autonomie en matière d'usage du numérique. Et là, on le sait, c'est plus de 13 millions de personnes qui sont éloignées du numérique. On sait aussi que la difficulté à effectuer une démarche en ligne concerne beaucoup plus de citoyens, puisque déjà une démarche administrative, ce n'est pas forcément simple. Si en plus elle est numérique, ça peut commencer à être compliqué.
Donc vraiment, cet inconfort numérique, finalement, il couvre une grande partie de la population et il faut le prendre en compte. L'autre point qui est important, c'était aussi de dire qu'il faut permettre aux agents des collectivités, mais aux professionnels au sens large, que c'est aussi le sens de votre colloque, de pouvoir monter en compétences. Et là, il y a une responsabilité, entre guillemets, des employeurs de pouvoir aider leurs salariés, leurs agents à monter en compétences pour être efficaces au travail, évidemment, mais aussi pour avoir cette culture du numérique, pour être des citoyens dans cet environnement à part entière. Dernier volet, c'est le côté partage de la gouvernance pour pouvoir travailler à une vision commune de ces transformations numériques. Ça ne vous aura pas échappé, dans les événements récents également, les débats sur la 5G ont provoqué un certain nombre de questionnements, parfois très forts sur certains territoires, pour se dire finalement quel type de déploiement on veut, à quel endroit, à quelle vitesse, etc. Et un certain nombre de territoires s'en sont saisis pour créer des espaces de réflexion et de partage qui ont en général débordé la question initiale de la 5G pour poser la question de la place de la technologie dans le quotidien des citoyens et avec des choses extrêmement intéressantes qui se mettent en place aujourd'hui sur ce sujet. Donc l'idée, mais c'est une idée qui existait aussi déjà évidemment avant, c'est d'augmenter la participation citoyenne, de pouvoir aussi penser ces évolutions en co-construction avec les acteurs du territoire et les citoyens. Voilà un peu pour ces socles rapidement. En ce qui concerne votre demande, qui est aussi de dire finalement qu'est-ce qui est fait dans les territoires sur ces sujets-là, on a un volet important aussi qui est, donc je l'ai dit, l'idée de garantir l'accès aux droits, ça c'est la partie importante, donc faire en sorte que quelqu'un qui a un besoin puisse y trouver une réponse, qu'il puisse utiliser le numérique ou pas à date, et ensuite de les accompagner pour pouvoir acquérir cette autonomie. Pour cela, beaucoup de territoires font des diagnostics de situation de leur territoire avant de pouvoir dresser leur plan d'action, puisqu'on était là aussi dans une période de renouvellement des exécutifs. Donc, c'est bien le moment où on regarde où on en est et on met en place les stratégies à venir. Donc pour ça, notamment, puisque notamment la Mednum est avec nous ce matin, je voulais citer des outils tels que l'indice de fragilité numérique qui a été élaboré sur les bases des données INSEE existantes, qui permet d'avoir une première cartographie des zones du territoire sur lesquelles potentiellement on a plus de public qui a des chances d'être éloigné du numérique. Donc ça donne une première photo. D'autres outils extrêmement importants, c'est aussi d'avoir la cartographie des acteurs qui sont présents sur les territoires pour savoir qui est en capacité de pouvoir répondre à des besoins en matière de formation, de médiation numérique, puisqu'il y a plusieurs dispositifs existent. Et l'idée ensuite, c'est de pouvoir recroiser les deux éléments pour pouvoir mettre en place des politiques qui sont complémentaires. On a pas mal c'est vraiment un enjeu extrêmement pris en compte par les territoires et il y a une vraie sensibilité à ça. Il y a des difficultés quand même que je tiens à relever ici. D'une part, la coordination des acteurs au niveau local. Ça, c'est un point qui est extrêmement important et sur lesquels nous, je vais y revenir, mais on pense qu'il y a un point d'attention important à mener. Et l'autre partie, c'est aussi de pouvoir penser l'accès aux publics les plus fragiles. Ça, c'est le truc qu'on a le plus de mal à faire encore aujourd'hui. Parce que c'est des gens qui ne vont pas spontanément demander de l'aide. Et la fragilité, ça aussi, on tient à le dire, ce n'est pas seulement une distinction entre le rural et l'urbain. En milieu urbain, il y a aussi des personnes très éloignées qu'on a du mal à toucher. Donc évidemment, la ruralité, la distance, ça joue, mais il n'y a pas que ça. Donc voilà un petit peu sur les deux priorités. Sur la partie coordination des acteurs, nous, on est en train de terminer une expérimentation sur le sujet avec 5 territoires pilotes et les résultats sont plutôt extrêmement prometteurs. Donc, ça, c'est un premier point important. Et on se rend compte qu'en faisant ça, on arrive aussi à faire monter dans le bateau des acteurs privés qui peuvent cofinancer et aider à trouver des moyens localement. Merci beaucoup, Céline, pour ces premiers éléments.
Alors, comme je vais essayer aussi de répartir la parole et de respecter le temps qu'on a prévu sur cette première table ronde, donc je reviendrai peut-être vers vous juste après. Je fais lien avec donc Guillaume Pradelier de la Mednum, puisque c'est un écosystème avec lequel vous travaillez beaucoup, les collectivités territoriales. Si je ne m'abuse, comme vous avez beaucoup de sociétaires de types différents, c'est un des types d'acteurs qui, on va dire, qui intervient dans la conception et le pilotage de certain nombre de vos projets. Donc peut-être que vous nous représentiez rapidement finalement ce qu'est la Mednum et puis comprendre en quoi finalement aujourd'hui cette diversité d'acteurs permet peut-être de développer de manière plus adéquate, peut-être plus efficiente aussi, des projets d'inclusion sur les territoires. Bonjour Romain, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous également aujourd'hui. Je rejoins beaucoup de points, de points qu'a apporté Céline. On a des actions qui sont très proches finalement, et vous verrez que c'est tout à fait complémentaire. La Mednum, c'est un objet un petit peu spécial qui regroupe différentes parties prenantes qui agissent ou qui s'investissent, qui s'engagent sur les questions d'inclusion numérique, aussi bien sur les questions de médiation que sur les questions d'éducation numérique. Et effectivement, alors, notre enjeu, c'est de regrouper un maximum d'acteurs de l'inclusion, donc ceux qui font vraiment sur les territoires, petits ou gros, tout autant que les commanditaires. C'est justement aussi bien, évidemment, beaucoup d'acteurs publics, que ce soit des acteurs publics territoriaux comme des acteurs publics d'État, mais aussi et de plus en plus des acteurs privés, acteurs économiques qui, de fait, ont une certaine responsabilité sur ces sujets d'inclusion numérique, aussi bien envers leurs clients, leurs adhérents, les personnes qui s'adressent par différents types de services numériques, que, bien sûr, et vous l'avez bien rappelé, auprès de leurs salariés dans l'accompagnement des modes de travail. Aujourd'hui, la Mednum, c'est 104 sociétaires, beaucoup d'associations de tailles diverses qui ont de la plus petite sur un bout de territoire ou à l'échelle d'une ville, jusqu'à des assos beaucoup plus grosses et nationales. On regroupe aussi des entreprises, beaucoup d'entreprises sociales, sur même des modèles assez développés comme Simplon, par exemple, qui travaillent sur les questions d'emploi beaucoup, et que vous connaissez tous sûrement déjà très bien. Mais on a une particularité, du coup, c'est qu'on regroupe aussi donc, des commanditaires, à savoir dans les collectivités territoriales, ça peut être des villes ou des agences de territoire. La ville de Paris nous a rejoint il y a peu de temps au sociétariat. Autre singularité, l'État est aussi sociétaire de la Mednum, par l'Agence d'Estrie Participation, ou d'autres acteurs publics plus larges comme PIX sont aussi parmi nous. Aujourd'hui, nous, on a vocation, et pendant longtemps, la Mednum, c'est une société qui n'est pas très vieille, puisque ça a uniquement 4 ans, dont 2 de crise sanitaire et d'activité un petit peu perturbée. Ça a eu vocation à créer et amener à l'échelle, à industrialiser des projets nationaux, donc coordonner la réponse d'acteurs de terrain autour de projets nationaux sur des missions d'inclusion numérique. Beaucoup de monde a encore en tête le travail qui avait été fait de coordination autour de solidarité numérique, qui était le numéro de téléphone gratuit pour les Français pendant le premier confinement, qui avait été travaillé avec des bénévoles, avec des acteurs de la médiation, des réseaux sociétaires Mednum, mais bien plus largement aussi. Donc ce type de mécanique, voilà, c'est ce qu'on cherche à mettre en place. Céline citait l'indice de fragilité. C'est aussi la possibilité pour nous de travailler avec des collectivités, avec des acteurs de la médiation numérique que sont les hubs ou certains sociétaires dans les collectivités dans lesquelles ça a été développé, pour ici essayer de donner par des sujets en open data et quelques algorithmes travaillés avec le CREDOC, un potentiel de fragilité numérique dans les territoires, de manière à ce que les acteurs puissent localement mieux piloter certaines politiques publiques, ou en tout cas essayer d'agir plus précisément, plus localement sur des zones qui sont identifiées comme zones de fragilité. Donc, c'est des sujets qui vivent, d'avoir des sujets ouverts. On n'est pas une société à but lucratif. L'idée, c'est que tout ce qu'on produit peut être redistribué, réutilisé à l'envi, c'est documenté pour que chacun puisse s'en saisir et l'améliorer, avancer. Donc, on a un gros pôle de travaux comme ça sur la coordination d'acteurs et de l'industrialisation de sujets.
d'inclusion, et une autre partie qui se veut plus politique et tête de réseau, dans le sens où aujourd'hui, on regroupe beaucoup d'acteurs de ces écosystèmes de médiation numérique. Et vous le comprendrez tous très bien aujourd'hui, en plein milieu d'une campagne présidentielle où le sujet finalement est assez peu abordé. Alors, le sujet numérique, bien sûr, le sujet technologique, le sujet peut-être plutôt économique est amené un petit peu par les candidats, mais le sujet de l'universalité de ce numérique et de l'égalité qui peut y avoir derrière, même pour les droits sociaux, pour des sujets bien plus basiques, nous, on a pour vocation aussi à le défendre et à porter la voix de l'ensemble de nos sociétaires pour parler au mieux de ce sujet-là et faire prendre conscience du besoin. Le besoin, il est large. On a la coutume de parler de 13 ou 14 millions de personnes qui seraient très éloignées du numérique. Pendant longtemps, on parlait de fracture numérique. Moi, je n'aime pas trop le terme dans le sens où, même sur ces 13 millions de personnes, il n'y a pas de fracture bien nette, en fait. On voit que chacun, dans nos vies, que ce soit au travail ou dans nos loisirs, on va tous être éloignés du numérique d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, sur ces 13 millions de personnes, et aujourd'hui, nous, on pense que c'est bien plus que ça, le chiffre de personnes qu'il faut accompagner. Mais sur ces 13 millions, il y en a 3 ou 4 qui sont très, très éloignés, donc même en rupture totale, sans moyen de se connecter et sans connaissance. Et d'autres, donc une bonne dizaine de millions, eux se déclarent tout à fait incapables de travailler avec l'outil numérique ou même de réaliser les actes les plus basiques du quotidien. C'est en ça qu'aujourd'hui, les réseaux lecteurs sont structurés. Il y a beaucoup de gens dans les départements, dans les villes, très localement, mais on a des réponses collectives à apporter si on veut traiter un problème qui est un problème majeur de société et réellement agir non seulement sur ces 13 millions de personnes, en essayant de les accompagner et de les amener à un minimum d'égalité devant le numérique, mais aussi et surtout en traitant le problème par les deux bouts et en ne construisant pas des éloignés du numérique en plus de ceux qu'on a déjà, donc pour être certain de traiter de manière industrielle, disons, ce problème d'éloignement. Merci Dilem. Peut-être que ce sera intéressant pour aussi peut-être effectivement faire la transition avec l'intervenant d'après. On avait parlé quand on avait un peu échangé de vos challenges aussi auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui. Il y a des logiques plus organisationnelles, des logiques plus économiques, des logiques également de financement. Ça fera peut-être le lien avec Christophe Genter. Mais voilà, aujourd'hui, pour que finalement votre rôle qui est absolument central puisse, on va dire, passer plus à l'échelle et être plus connu et reconnu, voilà, quels sont les principaux enjeux que vous identifiez et auxquels peut-être vous attendez des réponses de la part du futur président? Merci. Il y a pour moi 3 sujets. On a un sujet majeur cette année et ça s'inscrit dans ce que je viens d'expliquer. On a un grand sujet autour des travaux autour de la donnée. D'ailleurs, ça fait le lien aussi avec l'interlocuteur suivant, puisque c'est des sujets qu'on traite régulièrement avec la NCT, mais aussi avec la Banque des Territoires, sur la meilleure identification des besoins, on en parlait, mais en fait, on a aussi le même travail qui est possible et on est en train d'y réfléchir sur la question des moyens. Donc, tous les sujets de data, autant sur les moyens qu'on a déployés ou l'orientation de ce qui a pu être fait et voir que c'est bien en coïncidence avec les besoins des citoyens. Nous, on engage de gros travaux de data sur ces sujets-là avec des acteurs territoriaux et avec nos sociétaires et avec beaucoup de nos supports, dont les principaux ANCT et Banque des Territoires avec lesquels on travaille très régulièrement. Ensuite, oui, il y a une question de financement. Aujourd'hui, la quasi-majorité des financements de ce secteur, même si on disait disons, la responsabilité des acteurs économiques se développe et il y en a de plus en plus qui investissent le sujet, ça reste encore un sujet très et trop public. Donc, beaucoup de financement public, beaucoup de financement au projet. Le problème du financement au projet, finalement, c'est qu'en fait, on n'a pas vraiment de portée longue ou de stratégie industrielle quand on pense à chaque fois à horizon 1 an, horizon 2 ans maximum sur du projet petit ou gros et qu'on ne se met pas réellement en mesure de créer de l'animation, de créer des synergies et de créer les conditions au-delà des projets d'une action vraiment grand spectre et massive sur ce problème de société. Donc, nous, on a pour volonté aussi à la Medmum de traiter
un sujet de diversification aussi des sources de financement, au-delà de cette question projet récurrent, qui est aussi d'essayer d'intéresser les acteurs économiques à ces sujets-là pour qu'ils puissent les financer aussi, mais aussi, et c'était le sens un peu du partenariat qu'on vient d'annoncer il y a une semaine et demie avec l'investisseur Impact Inco, de commencer à réfléchir à des sujets autres qui sont justement de faire émerger aussi, parmi ces acteurs qui existent et qui sont déjà très solides pour beaucoup dans les territoires, mais parfois sur des formes d'entreprises qui sont moins habituelles pour les investisseurs, hormis ceux qui sont spécialisés en impact, des acteurs qui pourront demain agir et démultiplier un petit peu leurs moyens d'action par de l'investissement privé ou de l'investissement, alors pas en capital ici si c'est des structures de l'ESS, mais pour certaines ça ne l'est pas, hein, mais voilà, de développer des logiques d'investissement différentes, investissement impact autour des acteurs de notre secteur. Et pour ça, le sujet se traite dans les deux sens, hein, et en intéressant, en trouvant des façons de faire avec les investisseurs, au-delà de l'investisseur public, hein, bien sûr, qui est déjà assez actif, mais aussi nous, en travaillant à outiller et à faire monter en compétences, notamment sur ces logiques économiques et d'investissement, une partie des acteurs de nos réseaux pour que demain, on ne puisse pas seulement parler de licorne côté startup, mais peut-être de licorne plus responsable, ou en tout cas d'entreprises finalement de ce secteur de l'inclusion qui seraient aussi des modèles à déployer un peu plus massivement dans nos territoires. Le troisième point, pardon, je l'avais déjà évoqué, c'était évidemment le sujet politique, parce que sans prise de conscience large de ces sujets-là, et on va publier dans les prochains jours un plaidoyer qui porte une 70aine de propositions techniques assez précises à l'attention des candidats. Le sujet ne vit pas. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on a eu malheureusement un révélateur assez efficace qui a été le Covid et le confinement. Il n'y a plus vraiment de débat sur le fait que les Français aient besoin d'accompagnement en matière de numérique, et autant d'éducation numérique que de médiation. Le sujet est vraiment d'ampleur et il ne faut pas l'oublier dans une campagne comme celle-ci. Espérons que vous soyez entendus, même s'il reste encore quelques semaines. Merci beaucoup, Guilhem. Christophe, en lien finalement avec tout ce qu'on vient de commencer à se dire, donc vous jouez au sein de la Caisse des dépôts le rôle entre guillemets d'investisseur. Vous interagissez également au sein d'écosystèmes, on va dire pluriacteurs. Donc, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir aussi votre regard sur finalement un peu les conditions de succès également de ces projets d'inclusion, et puis d'illustrer peut-être par un exemple qui me semble être une véritable réussite, et en tout cas sur lequel capitaliser, qui est France Service et les conseillers numériques. Donc je vous laisse nous présenter ces initiatives et puis également réagir à ce que les précédents intervenants ont pu énoncer comme élément. Monsieur Janter, on va passer par le téléphone parce qu'a priori vous n'avez pas, ça marche pas là. Allez, essayez de parler si ça marche là. Oui, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons. Ah, c'est parfait. Excusez-moi, j'ai pas pu me connecter en visio, donc on fait un peu de bricolage au téléphone, mais l'essentiel c'est que je puisse m'exprimer. Merci encore pour votre invitation. Oui, j'écoutais attentivement Céline et Guilhem traiter de sujets qu'on connaît effectivement bien à la Banque des Territoires. La Banque des Territoires, on est les partenaires privilégiés avec des collectivités locales. On porte pas innocemment ce nom, Banque des Territoires, du groupe Caisse des dépôts. On est là pour vraiment développer des projets économiques au bénéfice des territoires, développer leur attractivité, et puis bien sûr réduire toutes les formes d'inégalité sociale et territoriale. D'ailleurs, on fait beaucoup de sociétés d'économie mixte, dont ce sont des sociétés dont les contreparties sont des collectivités locales. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, moi j'avais envie d'évoquer le sujet des SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui sont une structure juridique qu'on commence à bien connaître pour avoir pas mal investi avec elles. Et notamment, alors pourquoi? Parce que c'est justement un très bel exemple de coopération de collectifs au sein d'un même territoire, qui permet d'associer des collectivités locales, des citoyens, des entreprises et des associations, donc des acteurs de l'ESS, donc finalement des personnes physiques et morales de nature très différente. Et puis sur l'inclusion numérique, j'ai envie d'évoquer la société, justement la SIC Aptic,
qui traite de l'inclusion numérique et qui est l'opérateur du pass numérique. Et le pass numérique, c'est en fait des chèques de 10 euros chacun, qui sont gratuits pour les citoyens qui les utilisent justement pour se former au numérique sur les sujets qui ont été précédemment évoqués. Donc au sein de cette SIC, on retrouve des sociétaires de nature très différente, hein, comme je l'ai dit. Il y a notamment l'État et représenté par l'ANCT, qui est lui-même porté par l'Agence des participations de l'État. On retrouve la Banque des territoires, et puis on retrouve des investisseurs, des acteurs privés comme la Maïf, comme France Active, Ecofi ou le Crédit Coopératif. Et puis on retrouve aussi des collectivités locales, puisque les régions et les départements sont représentés dans cette société. Donc une fois de plus, ce sont des chèques qui sont gratuits pour les usagers finaux, donc pour les citoyens, et ce sont à la fois l'État et les régions qui cofinancent ces chèques, et les collectivités les distribuent aux citoyens. Et en 2020, c'était déjà 30 millions d'euros qui avaient été justement financés par l'État et les régions. Donc 30 millions d'euros, vous voyez, à 10 euros par chèque, ça fait 3 millions de chèques. Donc ça permet aussi de diffuser la connaissance du numérique auprès de nos concitoyens, qui peuvent se former dans des lieux de médiation numérique qui ont été labellisés. Il y en avait un petit peu plus de 600 récemment. Et ces lieux de médiation, c'est souvent des associations. Donc les citoyens vont utiliser leurs chèques dans ces lieux de médiation numérique. L'objectif, c'était que 4 millions de Français puissent se former au numérique par l'intermédiaire de ces chèques d'ici 2024. Et puis je crois que votre seconde question portait sur le dispositif France Service, et puis sans doute les conseillers numériques, qui est un peu plus récent. J'entendais Céline Colucci tout à l'heure justement parler de dématérialisation, et on est en plein dans ce sujet avec France Service, puisqu'il s'agit d'accompagner les citoyens. Alors, j'ai entendu le mot 13 millions de Français pas très à l'aise avec le numérique, et je rejoins Guilhem, on ne sait pas si c'est 13 millions, 14 millions, mais c'est un ordre de grandeur. En tout cas, France Service, les agents France Service accompagnent les citoyens dans leur démarche administrative en ligne, parce que l'État dématérialise de plus en plus ses services publics progressivement. Il y avait eu une échéance d'ailleurs à 2022, et évidemment, bon nombre de Français ne savent pas utiliser le numérique, et donc ont beaucoup de mal à faire leur démarche en ligne sur des services administratifs. Donc l'objectif, ça a été de déployer des maisons France Service. Aujourd'hui, il y en a un peu plus que 2000. Et en fait, ce sont des lieux mutualisés où on va retrouver, alors des lieux physiques, hein, j'entendais aussi tout à l'heure, il faut garder le lien physique. Donc là, on a bien des agents dans des lieux physiques qui mutualisent un certain nombre de services de l'État. En l'occurrence, il y en a 9. Donc c'est par exemple Pôle emploi, par exemple la CAF, l'assurance vieillesse, l'assurance maladie. La direction générale des finances publiques est représentée également. Donc vous avez 9 opérateurs de l'État qui sont rassemblés dans un seul lieu, et en général dans des lieux ruraux. Hein. Ces maisons France Service, c'est un petit peu le symbole du retour du service public dans les territoires. Mais vous avez aussi un certain nombre de services locaux de proximité. Ces services locaux de proximité représentent à peu près 50% des accompagnements qui sont faits dans chaque France Service. Donc je veux dire par là, par exemple, des services de la mission locale, des services à la personne, faire des demandes de chèque CESU ou d'aide à domicile, ce qui a trait au médico-social, le périscolaire ou la crèche, la garde d'enfants, bref, des services qui sont vraiment locaux de proximité. Et aujourd'hui, donc, un peu plus de 2000 France Service qui ont été déployés. Ça représente 6000 agents dans ces lieux. Et puis on est allé même un cran plus loin, puisque là ce sont des lieux physiques. On a déployé en plus des bus, et en fait l'objectif de ces bus, évidemment, c'est d'aller vers les citoyens qui, je l'entendais aussi tout à l'heure, et c'est très juste, qui ne feraient pas la démarche d'aller justement dans ces lieux France Service.
On a donc déployé une centaine de bus France Service. Donc en moyenne, ça fait un par département, mais c'est pas déployé exactement comme ça, mais dans une démarche de, une fois de plus, d'aller vers. Et là aussi, sur ces sites France Service, on retrouve une grande variété des structures porteuses, des structures qui hébergent ces différents services. On a 60% des France Service qui sont portés par des collectivités locales. Il y en a un petit 20% par la Poste, hein, qui, comme vous le savez, a une grande capillarité sur le territoire. Et puis vous avez aussi 15% des France Service qui sont portés par des associations. Donc ça permet une fois de plus d'avoir des structures porteuses qui sont très variées. Donc on a fait un peu plus de 2000 aujourd'hui, et comme je vous le disais, une centaine de bus. Et puis sur un dispositif un peu plus récent, comme vous l'avez compris, France Service se focalise sur les services administratifs. On est allé un peu plus loin et on est en train, de déployer les conseillers numériques. Et les conseillers numériques vont accompagner les Français sur les usages du numérique au quotidien. C'est-à-dire qu'on ne se focalise plus sur les services administratifs, mais on balaye très très large. Ça va par exemple de prendre en main son équipement informatique, comment est-ce que je peux naviguer sur Internet, comment est-ce que je peux envoyer un mail avec une pièce jointe. Je souhaiterais faire une visio avec ma famille, mais quelle application je dois utiliser, comment est-ce que je fais pour la télécharger. Donc, et j'en passe d'autres comme l'école à la maison qui a fait l'actualité lors des derniers confinements. Comment est-ce que je peux aider mon enfant à faire ses devoirs. Donc c'est vraiment sur les actes quotidiens du numérique. On va plus loin une fois de plus que les simples. Alors déjà, ils sont pas si simples que ça, mais les services administratifs. Et donc l'objectif, c'est d'en avoir 4000 des conseillers numériques. Aujourd'hui, il y en a déjà un petit peu plus que 2000 qui sont en poste sur les territoires. Et vous voyez que quand on fait la somme de France Service et des conseillers numériques, 4000 agents sur France Service, 6000 pardon, et 4000 conseillers numériques, on arrive à 10 000 agents qui sont répartis sur tout le territoire national et aussi dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ça ne concerne pas que les zones rurales. Et vous voyez que ces 10 000 agents, ils permettent d'accompagner les Français dans le numérique au sens large, que ce soit dans leur démarche administrative ou dans leur démarche quotidienne autour du numérique. Merci Christophe. Et effectivement, on voit bien que tout ce que vous venez d'expliquer concourt on va dire, à apporter de l'employabilité effectivement aux personnes concernées, puisque même si c'est d'utilisation numérique pour des sujets plus administratifs, effectivement, ces nouveaux usages et puis ces nouvelles technologies, de toute façon, sont nécessaires également dans le monde du travail. Il y a un autre programme sur lequel vous intervenez, ça va faire le lien avec l'intervention de Gilataf, qui est donc territoire d'industrie. En préambule, on expliquait effectivement à juste titre que le travail est un élément socialisateur majeur auprès des personnes qui plus est dans des territoires plus ou moins fragilisés et reculés. Et on sait que voilà, aujourd'hui, l'industrie, il y a des programmes effectivement de réindustrialisation et que c'est un des vecteurs principaux pour pouvoir acquérir de la qualification et potentiellement effectivement se développer en tant que citoyen et en tant qu'actif sur les territoires et également justement on va dire en adaptation avec son niveau de qualification aussi, puisque derrière il y a aussi cette problématique-là. Donc Gilles, vous êtes quelqu'un de très engagé sur ces sujets d'industrie, de réindustrialisation, effectivement d'inclusion par l'emploi et par finalement le lieu central que peut jouer l'usine dans un écosystème territorial pour la vie de ces acteurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter, comme je disais tout à l'heure aussi en vous présentant justement les différents leviers sur lesquels vous appuyez, les différentes initiatives que vous avez fondées, et voir comment tout ça concourt finalement à favoriser l'inclusion dans les territoires aujourd'hui. Oui, alors sur ce sujet de réindustrialisation,
réindustrialisation de la France, on est également assez présent. Bon, il y a la NCT, bien sûr, qui a lancé un programme qu'on connaît, qui est le programme Territoire d'industrie. La Banque des Territoires est un des opérateurs de ce programme, dont l'objectif est, comme vous l'avez dit, de redynamiser le tissu industriel en France. Et puis, on a aussi un plan de relance autour de cette thématique, plan de relance Banque des Territoires, où on mobilise 1 milliard d'euros pour justement travailler à cette réindustrialisation. Et il se trouve que depuis 2020, donc sur 2 années, on a déjà engagé 400 millions d'euros dans 120 projets autour de la réindustrialisation dans les territoires. Donc, qu'est-ce qu'on finance, nous, à travers ces projets? On finance des activités d'aménagement, on finance les infrastructures et puis les besoins de formation des industriels. Donc, vous voyez, aménagement, infrastructure, formation, ça veut dire qu'en fait, évidemment, on laisse les industriels se concentrer sur leur cœur de métier, qui est vraiment la production. Mais on va leur donner tous les outils qui leur permettent d'assurer cette production dans les meilleures conditions. Je peux citer un exemple autour des écoles de production qui est assez parlant et qui est une fois de plus un exemple autour de la coopération entre différents types d'acteurs. Les écoles de production, ce sont des centres de formation aux métiers industriels. Métiers industriels, donc pour répondre à des besoins de recrutement des industries locales, donc implantées dans les territoires. Et en fait, ces projets d'écoles de production, ils émanent de besoins spécifiques à chaque territoire. On va regarder sur, une fois de plus, chaque territoire, quels sont les secteurs en tension, quelle est la pénurie de main-d'œuvre. Et puis, on va croiser ça avec la politique territoriale d'insertion des jeunes en difficulté et des jeunes qui sont en décrochage de scolaire. Donc en fait, vous voyez qu'à l'origine de chaque école de production, et aujourd'hui il y en a déjà 41 qui sont déployées sur les territoires en France, vous avez un triptyque qui travaille donc pour originer ces écoles de production, que sont les collectivités locales, pour justement la politique d'insertion des jeunes, évidemment les entreprises, et puis les jeunes eux-mêmes qui vont être en décrochage scolaire ou en recherche d'emploi. On travaille aussi en partenariat d'ailleurs avec les rectorats et les branches professionnelles. Et je peux citer l'exemple de Marseille, où on va ouvrir justement une école de production en septembre prochain, qui va former des jeunes, donc on parle de jeunes de 14 à 18 ans, qui sont une fois de plus en décrochage scolaire. C'est la pédagogie du faire pour apprendre. Donc ils vont fabriquer des pièces industriels, et puis ils vont avoir un peu de cours théoriques autour, mais ils vont passer 60-70% de leur temps de formation dans les ateliers. Et à Marseille, donc chaque école de production a sa spécificité et son programme de formation. À Marseille, ça va être autour des métiers de la construction, de la maintenance et de la supervision, du photovoltaïque. Donc ça, c'est né d'un constat donc dans la région PACA, et notamment autour de Marseille. Il y avait des industries qui avaient des besoins autour du photovoltaïque. Et donc, ces jeunes vont être en formation pendant 2 ans. Une fois de plus, vont passer beaucoup de temps dans les ateliers, vont d'ailleurs vendre ce qu'ils fabriquent aux entreprises. Et c'est là que réside le modèle économique des écoles de production. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on forme ces jeunes, ils fabriquent des pièces qui sont vendues aux entreprises et ça fait des revenus pour les écoles de production. Donc nous, on investit dans cette école de production plus pour financer le BFR au début, pour acquérir le matériel qui va permettre de fabriquer les pièces. Et après, c'est un modèle qui est assez vertueux et autoportant. Merci Christophe pour cette illustration très parlante. Alors malheureusement, Gilles a un petit souci, donc je ne suis pas sûr qu'il puisse enchaîner et intervenir comme c'était prévu. Donc, si vous avez, je ne sais pas si on a, s'il y a quelques questions, on peut prendre 2-3 questions, sinon on va pouvoir enchaîner de toute façon avec la présentation d'Olivier Kerenet, qui est président fondateur de l'École internationale du savoir-faire français, qui va nous parler de CAP 100% numérique pour former des nouveaux publics dans les territoires. Et juste avant de vous laisser la parole, Olivier,
Je remercie Céline, Guillaume et Christophe pour notre intervention. Alors forcément, à chaque fois, on se dit que ça passe très vite, qu'on a plein de choses à se dire et qu'il faut qu'on enchaîne. Donc, c'est toujours un peu la frustration qu'on a. L'objectif vraiment, c'est voilà, d'ouvrir encore une fois le champ des possibles. Ça permet de créer peut-être des connexions, même si là, elles étaient déjà préexistantes, et puis de s'ouvrir et potentiellement d'aller plus loin en se rapprochant des différents acteurs dont on a parlé. Donc, merci encore et désolé si le temps est passé un petit peu vite. Et je laisse Olivier vous présenter son initiative.